Bienvenue dans le podcast le plus jeune dans la pièce. Chaque semaine, j'invite des intervenants qui connaissent plus que moi sur des domaines, qui sont experts dans leur domaine. L'idée, c'est qu'on ait à chaque fois des conversations pleines de valeur et surtout sans bullshit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir avec Quentin. Quentin, je te laisse te présenter directement. Ok, merci Timothée de m'avoir invité. Donc Quentin Philippé, moi je dirige un cabinet de conseil spécialisé dans l'organisation et plus précisément dans l'organisation augmentée par l'IA, puisque maintenant c'est un sujet qui reste incontournable. Pour arriver ici, j'ai passé 10 ans dans le BTP, j'ai fait mon expérience sur le terrain, sur les chantiers. J'ai commencé par monter un centre de formation spécialisé dans l'organisation et l'efficacité, et ça a évolué au fur et à mesure en cabinet de conseil spécialisé dans l'organisation, puis dans l'organisation augmentée par l'IA, depuis que l'IA reste un incontournable. Ouais, qu'est-ce qui a fait que tu fasses ce switch-là entre l'organisation pure et après passer sur l'organisation avec l'IA? Tout simplement parce que de manière générale, je propose aux gens surtout ce que moi je fais, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai testé. Et du coup, l'IA, c'est devenu mon quotidien, mon bras droit, mon coach, mon aide permanent. Donc du coup, je propose ça aussi, puisque c'est quelque chose qui est vraiment qui change la donne, quoi, et qui permet pour tout entrepreneur, pour tout indépendant, pour tous ceux qui travaillent en petit nombre, de produire 10 fois plus en faisant beaucoup moins. Et pour ceux qui sont même salariés dans les entreprises, ça permet pareil de faire quasiment le travail de 3, 4, 5, 6 personnes, mais en faisant moins d'efforts. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment ça, on entend beaucoup parler par rapport à l'IA, de tout ce qu'on peut mettre en place avec l'IA, que ce soit sur la partie organisation, la partie gagner du temps. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça, de ton côté, au niveau de l'IA et l'organisation? Parce qu'il y a beaucoup de charabia un peu sur les réseaux sociaux. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? J'y ai beaucoup réfléchi et sur le côté éthique et sur le côté pratique. C'est vrai que j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant, voilà, moi je veux plus personne dans ma boîte, je voudrais mettre de l'IA, les remplacer tous. C'est une façon de voir les choses. Et j'ai d'autres personnes qui me disent, voilà, moi j'ai quelques personnes dans mon entreprise et j'aimerais leur faciliter la vie, leur faciliter leur travail et donc du coup leur permettre d'avoir des outils qui font ça. J'avoue que je me positionne un peu plus dans ce sens-là, où effectivement on pourra toujours remplacer des humains sur des tâches répétitives, redondantes, sur lesquelles on n'a aucune valeur ajoutée, mais on peut également aider l'humain qui est déjà en place. Et ce que j'aime bien, moi, c'est effectivement faire en sorte que chaque personne, qu'il soit auto-entrepreneur ou dirigeant ou même salarié, faire en sorte que, comment dire, qu'il puisse se concentrer sur le cœur même de son métier et de se Ouais. débarrasser de toutes les petites tâches annexes qui sont souvent obligatoires, mais pas forcément, qui soient pas forcément avec une réelle valeur ajoutée, que ce soit toi qui le fasses, quoi. Et des fois, embaucher quelqu'un en plus pour faire ces tâches-là, c'est pas toujours facile puisque les gens ont relativement du mal à déléguer. Ouais. Ça reste quelque chose qui est souvent redouté, qui est souvent improvisé aussi. Et donc, du coup, là, avec l'IA, on peaufine la façon de déléguer, surtout sur ce qu'on n'aime pas faire, quoi. Ouais, je pense qu'il y a énormément, enfin, tu seras mieux passé que moi, mais il y a énormément de monde parce que je pense que la majorité qui vont nous regarder, c'est plus des solopreneurs, des personnes qui ont une ou trois personnes dans leur équipe, mais ils ont pas, c'est pas des mecs qui ont 30, 40 personnes. Et la majorité, moi, tous les appels que j'ai eus, c'est des personnes qui font pas forcément ce qu'ils aiment. En tout cas, c'est pas la grosse partie de leur temps, tu vois. C'est justement là où ça devient le plus intéressant. Moi, je sais que l'IA, je sous-traite principalement ce que j'aime pas faire. Ouais. Et je l'utilise aussi, alors on dit souvent qu'on place des agents, j'aime bien dire que je place des coachs, c'est-à-dire que l'IA va m'aider à me souvenir de certaines choses, me faire des rappels sur certains rendez-vous. Je vois la vente, c'est pas forcément là où je suis le plus fort. Et je sais que j'ai une IA qui peut me rappeler tous les rendez-vous que j'ai eu avec une personne, qui peut me dire ce que j'ai déjà dit, ce que je dois pas dire, ce que je dois me rappeler. Et vraiment, pour moi, c'est un aide au quotidien. Ça me demande moins d'efforts, ça me stresse moins, et ça me facilite et ça me fait gagner surtout beaucoup de temps, quoi. Ouais. T'as quantifié le nombre de temps que ça te fait gagner à ta semaine? Je te pose peut-être une question piège, hein, mais combien de temps que ça t'a fait gagner à la semaine ou au mois? C'est vrai que je me suis toujours posé la question parce que j'utilise aussi moi à mon échelle, à mon niveau de l'IA. Mais c'est vrai que je me disais,
je n'ai jamais vraiment quantifié. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as quantifié, ça? Alors, pour moi, directement, pas tout à fait. C'est vrai que quand j'aide des personnes qui sont salariées dans des boîtes, bah, c'est plus facile pour eux. Après, quand tu es entrepreneur, la quantité de travail, tu sais, elle diminue jamais, elle augmente tout le temps. Ouais. C'est difficile de quantifier, mais par contre, ça change ma qualité de vie. Moi, j'aime beaucoup le sport, j'en fais tous les jours, tous les matins. Et donc, du coup, ça me permet des fois de lancer mes automatisations le matin en partant de chez moi après avoir déposé mes enfants. Je fais mes 1h30, 2 heures de sport, je reviens et j'ai une grosse quantité de mon travail administratif, financier, de reporting qui est déjà fait. Et donc, du coup, bah, en fait, je passe directement à autre chose, soit quelque chose que je suis obligé de faire par moi-même, soit directement le cœur de mon métier, quoi. Ouais, ça c'est vraiment bien, je Donc, pense. Et voilà. après, on en parlera de. Bon, tiens, on peut en parler directement là-dessus. C'est une question que je me posais. C'est toi, t'en penses quoi du fait qu'il y a des entrepreneurs sur les réseaux, on te vend beaucoup le fait de travailler 4 jours par semaine et d'avoir des résultats, voilà, de travailler sur son business et pas dans son business. Enfin, plein de choses comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible? Moi, je le fais la plupart du temps. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai deux enfants et une femme qui est prof, donc du coup qui a plus de temps libre que moi. Et c'est vrai que bah, quand je peux, j'essaie de bosser 4 jours par semaine. Ça ne veut pas dire que le cinquième jour, j'y pense pas, ou je pense pas au travail, mais et que je le fais à chaque fois, parce qu'effectivement, on a toujours des périodes de rush, des moments où on a des sprints et autres. Mais quand je peux le faire, je le mets en place. Et plus les années passent, et plus je suis serein quand je le fais. Je veux dire, ça fait 8 ans que je me suis lancé, moi. C'est vrai que les premières années, bah, prendre des vacances, c'est stressant. Prendre deux Ouais. jours en plus dans la semaine, c'est stressant. Et puis, bah, finalement, voilà, moi, après, mon métier, c'est l'organisation. Donc, quand tu es organisé, structuré et après Ouais. automatisé, bah, prendre une journée de plus, une fois, deux fois, voire trois fois, voire quatre fois dans le mois, ça reste faisable. Et après, c'est une question de priorité. C'est pareil, il y a des gens. Tu vois, moi, je pose souvent cette question. Je suis en train de préparer, pareil, un bouquin. J'hésite sur le titre. Et du coup, j'ai posé la question plusieurs fois à plusieurs entrepreneurs, ce que j'appelle la 25e heure. Imagine que demain, on transforme ta journée de 24 en 25 heures. Bah, tu fais quoi de cette 25e heure? Si finalement c'est pour bosser, ce que je respecte totalement, hein, bah, que tu bosses voilà, une heure de plus ou une heure de moins, de toute façon tu la passeras à bosser. Si après il y a un truc que tu n'as vraiment pas envie de faire, que tu as vraiment envie de faire, pardon, et que tu consacres cette 25e heure à faire ça, bah Mm. là ça a du sens aussi. Parce que du coup ça te permet de te dire, ok, aujourd'hui j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux parce qu'il y a un truc que j'ai envie de faire que je ne fais pas. Et là, tu vois, t'organiser, structurer, automatiser, ça devient pertinent. Et il y en a d'autres qui vont dire de toute façon, je vais bosser. Donc, quelle est ta priorité? Mm. Si Ouais. effectivement tu réfléchis à la semaine de 4 jours, c'est que ta priorité, c'est pas forcément de bosser tout le temps. Ouais. Voilà. Après, je pense que tu es un peu comme moi. L'idéal, c'est d'avoir un business qui tourne et effectivement de bosser sur son entreprise ou dans son entreprise. Le principal, c'est de faire ce que tu aimes le plus, quoi. Ouais, donc c'est vraiment une question de priorité. Ça, Ouais. c'est vraiment bah, important, je pense, et parce que tout ça dépend vraiment de plein de gens. Ça dépend. Parce que moi, là, j'ai fait à Marbella, il y avait un séminaire, et tu vois, j'avais vu pour ça que je te pose la question, des mecs qui travaillent du lundi au dimanche de 8 heures jusqu'à 21 heures, tu vois. Mm. Et ça, t'en penses quoi, toi, d'un point de vue organisation, d'un point de vue structure, Ouais, pardon. voilà, accompagner ce genre de personnes, ça fait partie de mon quotidien. Donc, après, encore une fois, tout est une question d'objectif et de priorité. Ouais. Quel est l'objectif de la personne? Est-ce qu'elle veut gagner plus? Est-ce qu'elle veut gagner moins? Est-ce qu'elle veut travailler moins? Je veux dire, on fixe les bases au départ et après on fait en sorte de faire ce qu'il faut. Tu vois, je repense à une des personnes que j'ai accompagnées qui est dans une grosse boîte, directeur commercial. Il me dit voilà, à la base, il voulait un tiers-temps pour avoir plus de temps, préparer son départ à la retraite. Ouais. Et bah, du coup, on a tout fait pour qu'il puisse travailler tout simplement en moins de temps, faire la même chose, donc être plus efficace, plus structuré. Ouais. Et puis finalement, au bout d'un an, quand je l'ai revu et que je lui ai posé la question maintenant, ce temps libre, tu en fais quoi? Ouais. Il m'a dit, bah, je bosse plus. Ouais. Mais il avait le choix.
Ouais, ouais, il avait le choix. Et je pense qu'il a plus de résultats du coup. Même s'il bosse plus, même tu vois, si tu fais 30 heures et par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais 100% de plus-value chaque mois, là, ça se trouve, en bossant même nombre d'heures, il va faire 200%. C'est ça. Alors, 200%, c'est parfois un peu ambitieux, mais facile, 150, Ouais. ouais. En tout cas, il augmente quoi. C'est ça le Après, plus il simple. augmente. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des gens qui travaillent aussi avec à l'objectif. Parce qu'une fois que tu as atteint l'objectif, tu peux te reposer. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma propre entreprise de me mettre à fond pendant 1 à 4 semaines. Et puis après, tu vois, la semaine d'après, elle est cool, quoi. Mm. Et je me dis pas, tiens, ça y est, c'est fait, j'ai plus de temps, je vais surenchérir sur m'acharner à une quantité de travail. Non, je me fixe des objectifs, je fais mon sprint jusqu'à l'objectif, j'ai mes propres priorités, et en fonction de ça, bah, je quantifie le travail que je veux faire. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Et je pense tu me dis ce que tu en penses, mais il y a deux styles de profil. Moi, je me suis renseigné récemment par rapport à ça. Il y a un style, c'est plus des marathoniens, c'est-à-dire Hmm. qui envoient 365 jours, ils vont les envoyer. Et tu as le sprint, tu le sprinter. Et moi, je Ouais. pense que je suis plus dans le cas numéro 2 du sprinter. Euh, et t'en penses quoi déjà de ces deux points? Alors, c'est deux points qui sont souvent différents et complémentaires. Et le marathonien, bah, c'est vrai qu'il va plus avoir de tendance à voir sur le long terme, ce qui est assez intéressant. Et donc, du coup, il va être attiré par son objectif, mais il va prendre le temps d'y aller. D'accord? Le sprinter, l'inverse, bah, il va foncer vers un objectif, et une fois qu'il a fini, bah, il va prendre du temps. Alors, le problème du sprinter, c'est que parfois, justement, si c'est pas organisé, structuré avant, bah, Ouais. pendant le sprint, c'est compliqué de, tu vois, voilà, moi je donne souvent l'exemple d'un objectif, que c'est comme un escalier qu'on gravit, une étape après l'autre. Bah, quand tu sprintes, construire un escalier, c'est compliqué. Mais quand tu sprints et que tu as un escalier qui est ton organisation, ta structure, et le gravir à toute vitesse, c'est facile. Tu vois, moi, c'est ce que je fais. Mais dans la précipitation, dans l'action, dans la rapidité, le construire, ce système-là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, quand on est dans un sprinter, souvent, on est motivé par un peu le coup de pied au cul, quoi. Tu sais, il y a un truc Ah ouais. qui te booste, tac, t'as le coup de pied au cul, tu démarres, tu vas à fond. Mm. Sauf que du coup, on a parfois moins tendance à voir plus loin, on a besoin de ce coup de pied au cul pour se bouger. Ce que n'a pas le marathonien. Ce qui veut dire que le marathonien, des fois, lui, il mériterait un petit coup de pied au cul pour faire un sprint de temps en temps, Ouais. et que le sprinter devrait avoir le même objectif que le marathonien, atteindre les 42 km. Et du coup, bah, quand les deux se challenge, eh ben, c'est toujours intéressant. Et après, quand on connaît son profil, sprinter marathonien, j'aime bien l'image, eh ben, parfois c'est effectivement de se dire est-ce que de temps en temps j'ai pas besoin de faire un petit marathon, ou un grand marathon du coup, Ouais. et quand on est marathonien, est-ce que de temps en temps j'ai pas besoin de faire un sprint, et quand tu te connais, bah, tu sais quel outil il te manque, ou quel besoin t'as ou t'as pas, pour pouvoir créer justement l'inverse de ce que tu es, quoi. Pour toi, c'est possible, enfin, pour toi, ça dépend des périodes, ça dépend de quoi, par exemple, là, je suis dans une dynamique, imaginons, de sprint, mais par contre, c'est possible pour toi de faire l'année prochaine, par exemple, un marathon. Bah, encore une fois, moi je démarre toujours sur c'est quoi ton objectif, Ouais, et une ok. fois qu'on a l'objectif, on définit tes priorités. Parce Ouais, qu'effectivement, si tu me dis, voilà, j'ai un objectif que tu peux atteindre en 3 semaines, pourquoi faire un marathon? Si tu ouais, me dis, j'ai un objectif pour mon entreprise ou pour moi-même dans 5 ans, tu feras pas un sprint de 5 ans. Par contre, on peut mettre en place plusieurs sprints et faire en sorte que tu atteignes ton objectif. Donc ça fera un marathon, mais si toi tu es un sprinter, eh ben, vaut mieux effectivement prévoir plusieurs sprints les uns derrière les autres, avec des temps de pause, avec des temps de récup, et tu atteindras le même objectif. Mais on part sur ton objectif, on le priorise, et après on met en place tes priorités. Et ça, quel que soit le profil que tu as. toi, t'as plus des marathoniens ou des sprinters? Bah, dans les grandes structures, j'ai plutôt des marathoniens. Dans les plus petites structures, j'ai plutôt des sprinters. Ok, ouais. Pourquoi? Mais le sprinter, il a souvent une idée en tête lointaine, mais elle reste un peu plus floue. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que souvent ils se font accompagner. C'est qu'ils ont besoin d'éclaircissements sur leur objectif à long terme, sur comment on le met en place, comment on fait pour ne pas se décourager à la fin d'un sprint. Tu vois, c'est. Ouais, Voilà, moi, je suis là pour créer des fondations, une structure. Et après, que ça soit dans un sprint ou un marathon, une fois que ta structure, elle tient, et ben ouais. encore une fois, tu as les fondations, tu sprints dessus ou tu cours en façon marathonien dessus. Tous les cas, ça tient. Ouais. Et je pense que
pour les personnes comme moi, parce que c'est vrai ce que tu disais, c'est quand tu sprints à fond, tu mets 300%, mais que finalement, bah, ça se trouve sur ces 300%, t'envoies des fois un peu n'importe où. Je pense que enfin, je pense que je pourrais avoir plus de résultats, et toutes les personnes qui nous regardent, s'ils seraient plus structurés, tu vois. Parce qu'au lieu de Je- taper 100 fois autour de la cible, bah, tu vas taper 100 fois, en tout cas en espérant d'être à côté, enfin plus proche En possible. espérant être à côté, l'avantage d'être structuré, c'est que bah, en fait, tu vas aussi te servir de chacune de tes expériences pour arriver un peu plus bah, là où tu veux. Tu vois, Ouais, c'est ce que j'appelle la proactivité. C'est préparer à l'avance ce que tu désires et le provoquer. Alors que quand on est dans le sprint, on est souvent dans la réactivité. Il se passe ça, je le fais, il se passe ça, je le fais. Et donc, du coup, bah, la direction est parfois un peu plus aléatoire. Et courir vite dans la mauvaise direction, ça fait pas avancer ouais, forcément la personne. Et c'est carrément. ça que je vois parfois. J'ai eu il n'y a pas longtemps voilà, quelqu'un qui m'a appelé en me disant j'ai mis plein d'automatisation en place, j'ai un dashboard de fou. Effectivement, c'était super beau. Et je dis maintenant comment ça fonctionne, dans quelle direction ça va. Et puis là, je me suis aperçu que la personne était perdue. Parce que Ouais. finalement, ça allait pas forcément dans le sens de ses objectifs, ni dans le sens de ses priorités. Et il n'arrivait pas à mettre sa structure qu'il a mis dans son automatisation dans ses autres supports. Quand tu as une organisation bien structurée, tu peux l'utiliser aussi bien dans ta boîte mail que dans ton calendrier, que dans ton Notion ou l'équivalent dans ChatGPT, dans Claude. Voilà, moi j'ai la même organisation, la même structure dans tous ces éléments-là, ce qui fait que j'ai plus à réfléchir à comment je m'organise, comment je structure les choses. C'est fait une fois pour toutes et c'est réutilisable sur tous les supports. Ouais, c'est propre. Et surtout, c'est utilisable dans ta tête. Et aujourd'hui, tu vois, on parlait d'automatisation. J'ai tellement mis en place mon organisation, ma structure, que je l'explique à n'importe quelle IA. Et quand des fois j'ai un peu la flemme ou que tu vois, je suis en train de conduire, que je mets l'IA vocale et que je dis tiens, j'ai cette information où il vient de se passer ça, maintenant classe-le dans mon organisation, bah, elle connaît ma façon de fonctionner, elle connaît mon process, et donc du coup, je lui ai appris, et donc du coup, bah, quand j'ai la flemme de réfléchir, pour le coup, elle va le faire à ma place, quoi. Je dis, bah tiens, ça concerne tel sujet, ça se classe là, et je suis sûr de retrouver l'information ou l'action, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ça te fait aussi prioriser, je pense, tu me dis ce que tu en penses, mais ça fait aussi rationnellement, froidement, parce que moi, par exemple, j'ai tendance à avoir une idée et tout de suite, tu as envie de la placer en première position, tu vois, alors que Voilà. bah, ça se trouve par rapport à ton objectif, tu la mettrais en dernière position, tu vois. Et l'IA, je pense que ça peut t'aider. Moi, là, j'ai essayé récemment de prioriser, entre guillemets, ce que tu dois faire, quoi. Alors, oui, effectivement, et oui et non, en fait. Le problème de l'IA, c'est que des fois, elle croit te comprendre, tu crois qu'elle t'a compris, mais Ok? elle oublie certains paramètres. Ah ouais. C'est, tu vois, c'est comme quand tu travailles en mode projet dans ChatGPT, Claude ou les autres. Bah, le projet, tu sais, son niveau de conscience, il Hmm. est restreint. Et Ouais. des fois, il a des paramètres qu'il prend pas en compte. Et parfois, il faut prendre du temps à lui réexpliquer tout. Et donc, du coup, les priorités vont être peut-être des priorités momentanées, et c'est pas forcément une priorité globale. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je pars toujours des priorités de la fonction d'une personne. Si je prends un dirigeant, c'est souvent les mêmes priorités que l'entreprise, mais on va définir les priorités de la fonction ou de l'entreprise. Si c'est souvent des managers, eh ben, je priorise la fonction du manager, mais aussi de l'entreprise. Et ce qui veut dire que les priorités de chacune des personnes dans une entreprise, ne sont pas forcément les mêmes. Par contre, la priorité de l'entreprise reste quasiment tout le temps la même. Donc il Ouais. faut savoir si ta priorité principale à toi, est-ce que c'est la priorité de l'entreprise ou uniquement la tienne. Ce qui veut dire que quand plusieurs personnes dans une même entreprise dialoguent, bah, certains peuvent te dire, voilà, au lieu de dire c'est urgent, c'est important, parce que ces deux mots-là, ils n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas définis plus précisément, eh Ouais. ben, il y a une personne qui peut dire, écoute, moi c'est ma priorité numéro un, mais si c'est la priorité numéro 4, j'ai envie de te dire, de l'entreprise, et ben, avec l'autre personne, ça permet de relativiser le niveau d'urgence et d'importance, quoi. Ouais, putain, il y a 10 000 paramètres à prendre en compte, c'est dingue en vrai. Et Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, comment tu... Parce que je pense que tout le monde n'a pas conscience de s'il est organisé ou pas organisé. Comment ouais. tu... C'est quoi pour toi les facteurs qui font qu'une personne n'est pas bien organisée? Souvent, je pose une question piège. Je demande à la personne, c'est quoi les 5 priorités de ta fonction? Et si tu veux, on essaye de la faire comme ça fait un cas concret. Si on y arrive, si c'est pas trop complexe, dis-moi. Bah, alors, pour la tienne de fonction, je sais pas, mais Ok. voilà, l'idée, c'est Bah, prends vraiment un de exemple faire. sinon.
c'est de faire parler la personne, de l'écouter et de savoir quelles sont les priorités de sa fonction. Moi, en tant que tu vois, dirigeant de mon cabinet de conseil, Ouais. ma priorité numéro un, ça reste les prestations que je vais livrer. Quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose qui concerne mes prestations, je serai toujours focus là-dessus. Ma priorité numéro 2, bah, ça reste quand même la vente, parce que si je ne vends pas mes prestations, Et ouais. voilà. Et ma priorité numéro 3, ça va être tout ce qui est médiatisation, faire en sorte que voilà, publicité, marketing, post D'accord. LinkedIn et tout ce qui va avec. Et c'est seulement après que le pilotage de mon entreprise arrive. Parce que même si je dois piloter mon entreprise, bah, si je dois arrêter quelque chose pour que la prestation se passe bien, je vais le faire. Et donc D'accord. du coup, tu vois, c'est plusieurs étapes de mon entreprise Ouais. que je vais poser côte à côte et je vais forcément les hiérarchiser. Parce que les deux choses ne peuvent pas avoir le même niveau de priorité. Et Ok. donc, du coup, voilà, je te donne les 3-4 premières. Mais une fois que tu as fait ça, bah, tu en définis un certain nombre. En général, on essaie de ne pas dépasser les 9-10 priorités. Pour pas, alors, pour une entreprise, on peut en aller jusqu'à beaucoup plus. Pour une fonction, bah, plus tu dépasses la dizaine de priorités, plus tu te rends compte que bah, tu as trop de priorités. Et du coup, bah, ça permet de mettre un garde-fou aussi sur la quantité que tu vas en avoir. Et donc, du coup, de savoir qu'est-ce qu'il faut déléguer, qu'est-ce qu'il ne faut pas déléguer, quoi. Mm. Mais l'idée, c'est effectivement, une fois que tu as défini ça, de pouvoir utiliser tes priorités comme un système d'organisation. Mm. C'est-à-dire D'accord. que plutôt que de m'organiser par exemple par dossier, ou par client, ou par affaire, eh ben, dans chaque affaire est relié à soit mes prestations, soit ma vente, soit ma médiatisation, soit mon pilotage, soit tout ce qui est ingénierie, etc., etc. Et donc du coup, je définis des priorités par type d'action et d'information, pas forcément par dossier ou par personne. Tu vois, dans les Ok. entreprises, souvent une personne, elle va dire, tiens, c'est mon manager, mon N plus 1, donc c'est prioritaire. Bah non, en fait, ton manager, il vient te poser une question sur ta prestation, sur de l'administratif, sur tel ou tel sujet, et en fonction de ça, c'est prioritaire ou pas. Ok. Je vois. Et donc, c'est quoi pour toi les éléments où par exemple, c'est quoi quand tu démarres un appel avec un client où tu te dis, lui, il n'est pas organisé, les signaux? Du coup, c'est quand il a beaucoup de priorités. C'est. Alors souvent, ils n'en ont pas. Ok. C'est-à-dire que, ou alors la priorité, il va te dire, oui, c'est ce qui est urgent, c'est ce qui arrive, c'est ce que c'est. D'accord. Donc, c'est vrai que les questions, et je reviens à ta question, je m'étais un peu éloigné, c'est souvent, je pose la question à une personne, c'est quoi les 5 priorités de ta fonction? Souvent, elle ne sait pas. Et donc, du coup, bah, je pose la question, c'est quoi ta définition de l'urgent? C'est quoi ta définition de l'important? Et du coup, ça me permet déjà de voir comment elle traite ce genre d'informations. Et une fois que j'ai posé ces questions-là, c'est bah, quels sont tes différents canaux de communication? Alors, en général, on a tous plusieurs, mais est-ce qu'ils sont priorisés? Et après, je regarde le calendrier. Le calendrier, c'est souvent l'exercice le plus sous-coté, parce qu'effectivement, la plupart des outils qu'on utilise ne sont pas des outils spécifiques pour l'organisation. Le seul moyen de rendre visible ta charge de travail, c'est ton calendrier. Ouais. Il va rendre visible ta charge de travail, il va rendre visible ton temps disponible, tu vas pouvoir comparer les deux. Et en plus, ce qui est dans ton calendrier, tu vas pouvoir le prioriser. Et donc du coup, ça te donne vraiment un dashboard, un cockpit, un outil de pilotage, j'appelle ça souvent un GPS, qui t'indique la route à suivre. Et ce GPS, bah en fait, il va t'indiquer la route à suivre, mais de manière visible. Tu vois, une to-do list, c'est souvent ou une boîte mail, c'est une zone sur laquelle il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses qui repartent. C'est rarement priorisé, parce qu'on ne sait pas dans quel sens on commence, par quoi on commence, combien de temps ça va prendre, et faire des choses dans l'ordre de ta to-do list, dans beaucoup de cas, ça n'a pas de sens. Hmm. Parce qu'il y a des choses qui vont être voilà, prioritaires ou pas. Et donc, du coup, bah, une fois que tu as établi les priorités de ta fonction, tu as un truc qui arrive dans ta to-do list, ben, tu te dis est-ce que ça correspond à ma prestation, ma vente, mon pilotage. Et donc, du coup, bah, en fonction de ça, c'est prioritaire ou c'est pas prioritaire. Et tu le mets dans ton calendrier de cette manière-là. Ok, ouais. Et Pourquoi donc, un calendrier, un GPS? Parce que tu vois, le GPS, quand tu es en train de le suivre, déjà c'est visible, hein, tu vois, il t'indique la route à suivre, mais quand tu as un accident, quand tu as n'importe quel aléa sur la route, qu'est-ce qu'il fait ton GPS? mais ça reste. Bah, non, justement, toi tu t'arrêtes, mais le Ouais. GPS, lui, il te Ok. réindique la route de manière visible, toujours vers ton objectif. L'objectif, c'est l'adresse que tu mets dedans, en suivant tes priorités. Parce que si tu dis au GPS, tiens, ma priorité, c'est de prendre l'autoroute et d'aller vite, il va continuer à le faire. Si tu lui dis, bah non, Hmm. ma priorité, c'est d'économiser de l'argent et je préfère les petites routes, il va le faire. Et donc ton calendrier, c'est pareil. Il va suivre ton objectif en fonction de tes priorités, toujours de manière visible et flexible, puisqu'il va se réorganiser en fonction des imprévus.
Et comme c'est visible, eh ben, tu vas t'apercevoir qu'il y a forcément des redondances, il y a forcément des problèmes. Tu sais, moi j'ai passé 10 ans dans le BTP et je m'étais aperçu que les problèmes arrivent souvent les mêmes jours aux mêmes heures. Sauf que tant que ta charge de travail elle est invisible, tu t'en rends pas toujours compte. Et à partir du moment où ta charge de travail elle est visible, que tu réorganises quasiment tous les lundis ou tous les jeudis, parce qu'à chaque fois ces jours-là ils bougent, bah, tu te rends compte assez vite que ces jours-là il y a un truc qui ne va pas. Donc tu peux changer ton organisation, tu peux l'adapter, la réadapter en fonction de tes objectifs, en fonction de tes priorités, toujours de manière visible. Hmm. Et l'avantage d'un outil calendrier moderne, c'est que bah, tu peux y mettre tout. C'est-à-dire que tu ouvres un rendez-vous, tu peux avoir dedans les mails qui concernent la personne, le rendez-vous, les invitations, tu peux avoir un lien vers ton cloud, tu peux avoir des PDF, des documents Excel, des documents Word. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que où que j'aille, j'ai mon calendrier. Dans mon calendrier, j'ai un rendez-vous avec toi, je clique dedans. Toutes les informations qui concernent ce rendez-vous sont dedans. Quand je fais Ok. une prestation d'accompagnement ou de formation, eh ben, j'ai toutes les informations qui sont reliées dedans. J'ouvre le rendez-vous, que je sois chez le client ou à mon bureau, eh ben, de ce calendrier, tu vois, j'ai Ouais. toutes les informations concernant mon projet. Ok. Bien sûr, on va rajouter d'autres outils. Moi, je suis un utilisateur de Notion. Je sais qu'il y a d'autres outils qui fonctionnent bien aussi. Mais quand tu es entrepreneur, voire solopreneur, voilà, c'est un outil qui fait pas mal le job, qui est facile à automatiser, qui est en lien direct avec l'IA, et que maintenant tous les LLM peuvent se connecter facilement pour le réutiliser. Et donc du coup, c'est une zone de stockage d'informations couplée à un calendrier qui est digne de dashboard qui valent beaucoup plus cher, quoi. Ouais, carrément. J'allais te poser la question d'ailleurs, c'est quoi pour toi les trois meilleurs calendriers pour être vraiment le mieux organisé, le plus productif possible? Et alors, je vais pas me faire que des copains là-dessus, mais pour avoir essayé d'accompagner plusieurs entreprises sur plusieurs outils, voilà, je préfère Outlook, En tout top 1? simplement parce que en top 1, ouais. Ok. Outlook, c'est un outil qui est à la base. Alors, c'est en train d'évoluer. Le nouvel Outlook est beaucoup moins ergonomique. Ils ont enlevé plein de trucs de l'Outlook classique. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le thème aujourd'hui. Mais c'est vrai que à la base, Outlook, c'est un outil d'organisation qui intègre une boîte mail. Donc, c'est-à-dire que l'outil, la fonction première de cet outil, c'est de t'organiser. Et Ouais. donc, du coup, eh ben, tu vois, par exemple, dans la Outlook classique, il suffit en un clic, tu fais un clic droit, tu déplaces dans ton calendrier, et ton mail, il se retrouve dans ton calendrier. Donc, tu peux très facilement faire en sorte que ton calendrier, ça soit la to-do list la plus puissante au monde, qui intègre même les mails que tu as traités. Ok. Quand tu prends la suite Gmail, eh ben, Gmail, c'est un outil de gestion de mail qui intègre une fonction calendrier. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ils sont très orientés boîte mail, moins calendrier. Hmm. C'est-à-dire que c'est plus difficile de gérer son calendrier dans cet outil-là, dans cet espace-là. Par exemple, il y a les labels qui sont dans la suite Gmail, qui sont des couleurs qu'on peut mettre. Les couleurs, ça rend l'information beaucoup plus facile à lire. Sauf que bah, c'est difficile de la personnaliser dans Gmail. C'est beaucoup plus facile dans Outlook. Donc, du coup, en plus, le fait que dans un Outlook, tu peux mettre des pièces jointes très facilement dans tes rendez-vous sous format pièce jointe, tu sais, comme quand tu utilises la fonction de texte enrichi. Voilà, c'est comme un élément, une photo que tu as dans le rendez-vous. Donc, du coup, tu peux la positionner comme tu veux. C'est pas forcément rangé dans ta barre HTML en haut. Ça fait que ça reste beaucoup plus pratique. Ouais, donc Donc, les ça pros. reste mon outil numéro un. En numéro 2, bah, je réfléchirais entre Gmail et Notion. Notion, j'aime bien le côté voilà, où c'est très facile d'automatiser tout ce qui se passe dedans. Donc ça en fait un atout fort. Gmail, je ne l'utilise quasiment plus, ou du moins j'ai mis mes adresses Gmail dans mon Outlook. Parce que l'avantage aussi d'Outlook, c'est que tu peux traiter de la même manière 10 adresses mail différentes. Tu vois, moi j'en ai Ok. 4. Et mes quatre adresses mail sont au même endroit, facile à utiliser, facile à programmer dans mon calendrier en lien avec ma boîte mail avec mon calendrier. Il n'y a pas énormément d'outils qui permettent de faire ça de manière aussi ergonomique. C'est incroyable. Du coup, là, tu casses un peu le game avec Outlook. C'est vrai que moi, ouais, c'est incroyable parce que moi, je suis vraiment pas bon là-dessus, hein, pour être transparent. Là, je suis sur Google Agenda, mais ça doit être une catastrophe. Mais ok, donc Je, Outlook.
Il faut savoir que même Outlook, voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs ou critiquer les gens, mais la plupart des gens l'utilisent mal ou à l'inverse. Et c'est vrai que voilà, j'ai beau accompagner des personnes qui ont travaillé beaucoup plus longtemps que moi, qui sont bien plus performantes dans d'autres domaines, et souvent, la seule chose qu'ils utilisent à Outlook, c'est leur boîte mail. Ouais. Sauf que le calendrier, c'est ce qui en fait la partie la plus puissante. La boîte mail, c'est l'outil secondaire. Et par exemple, un défaut qu'ont la plupart des gens, et que j'ai eu aussi il y a quelques, un peu, ouais, il y a quelques dizaines d'années maintenant, je suis plutôt jeune, mais c'est effectivement d'avoir sa boîte mail ouverte en permanence. Le problème de la boîte mail ouverte en permanence, c'est que tu as un flux d'informations qui arrive en permanence et tu traites en fonction de l'arrivée et le départ de ce flux. Ah, ouais, Alors ok. que le calendrier, lui, il te permet d'avoir une stratégie en fonction de comment tu veux t'organiser dans la journée. Et c'est dans ton calendrier que tu décides quand est-ce que tu vas voir ta boîte mail. Comme ça, tu places des limites. Et les informations que tu reçois, elles sont traitées au moment où tu as décidé de le faire, pas quand elles arrivent. Ouais. Parce que c'est très difficile de voir un mail arriver et te dire je clique pas dessus. Ouais. Je Et là, regarde tu pas. contrôles finalement, tu contrôles ton agenda, tu contrôles ton temps. À l'inverse, s'il est ouvert, bah, tu contrôles plus rien, quoi. Exactement. Tu mets tes outils à ton service au lieu d'être au service de tes outils. Et dans la plupart des métiers, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais une urgence, elle peut attendre quelques heures. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé d'être tout le temps sur ta boîte mail. Bien sûr, c'est confortable, bien sûr, c'est valorisant, parce que souvent les gens te disent ah super, merci, tu es réactif, mais la réactivité tue plus d'emplois que le reste. Parce qu'être réactif en permanence fait que finalement, tu es rarement sur tes tâches de fond. Et du coup, bah, un des plus gros problèmes que je vois dans beaucoup d'entreprises. Je vois des ingénieurs, par exemple, qui passent toute leur journée sur leur boîte mail et qui vont me dire, j'ai bossé 1 heure, 2 heures maximum sur mes tâches de fond, sur le vrai cœur de leur métier. Ah ouais. Et donc, du coup, tu vois, moi qui travaille avec des développeurs, des ingénieurs et autres, bah, j'ai envie qu'ils soient concentrés sur le cœur de leur métier, pas sur les tâches annexes. Et ça, je pense que c'est énormément de gens, hein. Je pense Ça, que c'est c'est plus énormément de gens. Et l'heure je de... vois certaines personnes voilà, qui récupèrent tu vois, entre 1 heure par jour et des fois 3 ou 4. Parce qu'effectivement, on les aide à se concentrer sur leur métier. On fait en sorte qu'un mail ne soit pas traité forcément dans l'immédiateté. Et quand j'interviens dans une entreprise entière, on crée une culture d'entreprise où effectivement l'urgence n'est pas forcément valorisée. On apprend que l'urgence, bah, c'est tout simplement quelque chose qui, à la base, est non planifiable. Alors que souvent, une urgence, c'est quelque chose qui est en retard ou qui doit être fait tout de suite parce qu'on n'a pas su gérer. Mais une vraie urgence, c'est quelque chose qui est à la base de nature implanifiable, qui t'arrive à l'instant et tu dis, ok, on est obligé de se réorganiser, on est obligé de changer, ça c'est une urgence. Ouais. Ensuite, on va traiter les choses importantes ou non importantes. C'est-à-dire qu'une chose importante, c'est quelque chose que quoi qu'il arrive, tu dois le faire. Si tu te dis, tiens, dans ma boîte, il y a des trucs, ça, je suis pas obligé de le faire, bah ça, c'est pas important. Si tu es obligé de le faire un jour ou l'autre, maintenant ou même dans un an, c'est important. Et après, il va y avoir différents niveaux d'importance. Et c'est ça qu'on appelle des priorités. Une priorité, c'est quelque chose d'important, donc tu es obligé de le faire. Et ensuite, tu vas le hiérarchiser en fonction de ta fonction à toi, de ton boulot, de ton job. Et quand tu sais faire ça, bah, tu es organisé, quoi. Là, quand tu sais faire tout ça, tu as mis à l'ouest 90% des... Voilà. Et comment tu Et vois un agenda? Comment tu vois si, par exemple, quelqu'un te montre son agenda, qu'il est organisé ou pas organisé? alors déjà, la quantité de blancs qu'il y a dans l'agenda, Ok? Ah, juste c'est-à-dire un... Ok. c'est-à-dire que souvent, dans un agenda, ce que je vois dans 80 à 90% des cas, c'est que les personnes, elles vont mettre tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Par exemple, je vais avoir rendez-vous avec toi, bah, ça va être dans mon agenda. J'ai Mhm. un truc à faire pour moi, s'il n'y est pas. Tu vois, par exemple, Ah, voilà, après notre rendez-vous, j'ai quelques tâches administratives, deux, trois coups de téléphone. Bah, souvent, les gens vont mettre les coups de téléphone à l'extérieur, les réunions avec les autres, les rendez-vous avec le collègue, mais toutes les tâches qu'ils ont à faire pour eux-mêmes, eh ben, ils ne le mettent pas. c'est exactement mon cas. Et du coup, le problème, quand on met pas ces tâches-là, c'est quoi selon toi? Bah, le problème est déjà, un, tu risques d'oublier certaines choses. Ok. Deux, tu risques de te faire déborder par tous les mails qui arrivent en te disant ouais, j'ai ça à faire, et donc tu le mets dedans. Et en plus, tu vas sous-estimer le temps que tu vas passer à le faire. Le cerveau, il est très mauvais pour estimer la durée d'une tâche. C'est simple, hein. Tu regardes un film. T'aimes le film, tu vas dire ah, c'est passé hyper vite. Tu trouves le film pourri, tu te dis attends, ça a duré 2 heures. Alors que qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, le film, de toute façon, la durée a été la même. Ouais. C'est ton ressenti. Et c'est pour ça que
et ben, parfois on se rend compte qu'on déplace des choses et on n'a pas le temps de les faire, tout simplement parce que bah, on les a pas programmées. Et c'est plus difficile de se dire, ok, j'ai prévu un truc, de le mettre dans son agenda, et de dire, bon, bah non, je le fais pas, parce que tu es obligé de le déplacer. Donc tu le fais en conscience, tu vois. Et du coup, c'est pareil, c'est un des moyens souvent de procrastiner, d'éviter la procrastination. Quand tu procrastines, c'est que soit tu sais pas comment organiser ton truc, ton machin, c'est compliqué, donc hop, tu prends le premier mail voulu. Soit tu dis, tiens, cette tâche-là, j'ai pas envie de la faire, et donc du coup, je la reporte. Et Ouais. donc du coup, dans ton cerveau, tu vas vouloir trouver une excuse pour pas la faire. Et cette excuse, ton cerveau, il fait ce que tu lui demandes avec précision. Donc si tu veux trouver une excuse, même si c'est pas hyper conscient, tu vas la trouver. Tu vas reporter, et tu vas te retrouver avec des moments avec plein de trucs à faire que t'as pas envie de faire. Et donc du coup, c'est là où les gens commencent à stresser, à se dire j'ai une charge de travail de 150%, etc., etc. Alors qu'en fait, en général, ta charge de travail, elle n'est pas forcément structurée. En plus, elle est invisible. Tu sais, quand tu n'utilises pas ton calendrier, c'est un peu comme faire un Tetris de tête sans voir les pièces. C'est compliqué. Alors que si tu as un Tetris, on te met les pièces devant toi et on te dit tiens, tu peux les assembler pour que ça rentre, souvent ça rentre. Et Ouais. souvent même, il y a de la place. Tu vois. Ah ouais, Et donc carrément. du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile et c'est confortable. Parce que l'avantage, c'est que quand tu le fais, et que tu le fais régulièrement, quand tu oublies une fois de temps en temps, c'est pas grave, ça se voit pas. Quand tu le fais jamais, et que d'un coup, bah, tu as ton sprint et tu dis tiens, il faut que là je sois organisé carré, tu sais pas comment faire. Ouais, carrément. Et pour toi, du coup, les personnes qui procrastinent, c'est des personnes qui sont pas organisées, du coup. Alors, il y a plusieurs raisons de procrastiner, hein, je peux pas mettre tout le monde dans la même case, Ah ouais. mais je sais que le manque d'organisation ou une organisation aléatoire, ça complique. Tu sais, il y Mm. a, comme on dit, souvent les 20 premières secondes, ça conditionne un peu ce que tu vas faire, tu vois. Si tu te dis oui, alors pour me lancer, il faut que je fasse ça, 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 Clairement. hop, ouais, c'est bon, je fais autre chose, il y a un truc plus vite, il y a le mail vient d'arriver, je le traite, tu vois. Et du coup, s'organiser, programmer, planifier, souvent c'est vu comme une contrainte par les personnes, parce Mm. qu'elles savent pas comment faire, elles savent pas à quel point ça peut être hyper facile. Et donc du coup, une fois que c'est facile, c'est plus une contrainte, et donc du coup, bah, souvent ça devient même un peu un jeu, une manière de voir les trucs, et de se rendre compte qu'on est à l'aise, tu vois, sur le temps qu'on a à faire, sur le projet tel qu'on l'a placé, Ouais. et donc du coup, ça évite de procrastiner. Après, il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils ont toujours procrastiné, il y a des gens qui procrastinent pour différentes raisons, donc je vais pas mettre tout le monde dans la même case, mais je sais que voilà, dans certaines entreprises où je suis intervenu, on me disait, voilà, tout le monde procrastine. Mais une fois que tout le monde sait quoi faire, Mm. bah, tu le fais. Tu sais, c'est pareil, hein, tu vois, quand tu quand t'as ta liste de choses à faire déjà organisée dans ta journée, bien comme il faut, bon, bah, tu te lances dans la première et tu suis, tu vois. Et pour moi, le parallèle, ça va te parler parce que tu t'en fais plus que moi. C'est la salle de sport. Concrètement, quand tu rentres dans la salle de sport et que tu n'as aucune séance, tu sais pas quoi faire, tu te retrouves là au milieu de 10 machines et tu te dis, putain, je vais juste rentrer chez moi en fait. Et en fait, je C'est pense que c'est la même chose, quoi. c'est ça. Bah, le sport, c'est un peu la même chose, hein. C'est quel est ton objectif? Prise de masse, perte de poids, endurance, cardio ou autre, et après, quelles sont tes priorités? Et de là, en fait, tu t'organises, tu structures ta séance. Et c'est pareil, moi, je vais à la salle depuis plus de 20 ans. Je change de programme de temps en temps. Mais quand j'arrive à la salle, déjà, je me pose pas la question est-ce que je vais ou pas à la salle? C'est prévu, j'y vais, je me pose pas la question. Je Ouais. prévois en amont. Et c'est ça le côté proactif. Mm. Proactif, c'est tu prévois au moment où tu es motivé. Quand tu ne l'es pas et que tu arrives devant la salle, tu dis de toute façon c'est prévu, je ne me pose pas la question. Ouais, c'est ça. J'arrive à la salle, mon programme il est fait. Donc c'est pareil, je ne me pose pas la question, c'est fait, tu suis, hein, comme on dit, et suis le process et tu auras le résultat. Et bien c'est pareil. Le process, ça se prépare en amont. C'est ça être Mm. proactif. Et c'est pareil pour tout, pour la nourriture, pour les relations, pour le boulot, pour voilà. C'est à un moment tu te poses. Il y avait un mec que j'aime bien, j'ai perdu son nom. Il disait il faut savoir être le roi j'ai plus son terme exact, mais en gros, il faut être le patron et l'exécutant. Quand tu es le patron, c'est au moment où tu es hyper motivé, tu t'assois, tu prends tes décisions. Une fois que tu as pris tes décisions, bah, il y a un moment où tu arrêtes de les remettre en question, tu Ouais, agis. 100%. T'exécutes. Et là, tu te poses pas, oui, est-ce que c'est bien? Non. T'as le patron, c'est toi, il a dit qu'il fallait faire ça, bah tu le fais. Ouais, Bah, moi, je fonctionne comme ça aussi. Il y a des moments, je prends des moments où je suis motivé, plein de vigueur, je prépare, je planifie, je structure, et après, des fois, j'ai pas envie. En fait, c'est pas la question. T'es là pour bosser, t'exécutes, tu vois.
Bien sûr, il y aura toujours des exceptions sur certaines tâches, sur certains trucs, mais dans 90-95% des cas, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Carrément. Et je pense, ouais, le sport, tu as totalement raison. Tu vois, par exemple, là, je suis allé faire du sport et j'ai fait ça par motivation, mais pas parce que j'avais planifié sur mon agenda. Ce qui fait que bah, le sport, concrètement, bah, ça fait comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas régulier dans mon sport parce que je priorise pas, enfin, parce que je n'ai tout simplement pas mis dans mon agenda. Parce que je suis pas forcément organisé par rapport à ça. Et aussi, tu as un peu ce sentiment-là de. Et puis, quand tu vas dire cette motivation-là de dire, ouais, je vais faire du sport. Mais tu as toujours un peu, comme tu me disais au début, c'est toujours cette petite crainte-là de, ok, mais je vais faire du sport, mais je pourrais travailler à la place, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est une question que tu vas te poser. C'est pas en allant à la salle de sport que tu vas trouver la réponse. C'est là, tout de suite, maintenant, t'es posé. C'est quelle est la priorité du sport dans ma vie? Hmm. Et après, ça va comme tout. C'est, tu vois, moi, avec ma femme, mes enfants, c'est pareil. Je me pose la question, quelle est la priorité, quelle est de mes enfants, de ma femme, de mon sport dans ma vie? Et j'organise en fonction de mes priorités. Et tu vois, tu me posais la question marathonien sprinter. Il y a des gens qui vont me dire, bah moi, je suis marathonien, mais ma priorité, c'est mes enfants. Ouais, mais si tu bosses 16, 17, 18 heures par jour, ça se voit pas. Donc si c'est ta priorité, bah, tu mets un cadre, les enfants c'est telle heure, voilà, et après tu fais rentrer le boulot dans le cadre. Et ben moi c'est ce que je fais. En priorité dans mon agenda, j'ai le temps que je passe avec ma famille, j'ai le temps que je passe à faire du sport, et ensuite je me réorganise en fonction de mon boulot dans le créneau imparti. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, des fois j'ai des commandes clients, j'ai des déplacements et autres. Et ben effectivement, ce moment-là, je vais le consacrer plus au boulot, et je retrouve ma discipline en revenant. Donc Ouais. tu vois, discipline ne veut pas dire manque de flexibilité. Hmm. Et ça, c'est important parce que moi, tu vois, je sais pas si ça va te parler, j'ai un TDA. Ouais. Et donc moi, et je pense que c'est le cas aussi de certaines personnes, je vois l'organisation comme quelque chose, tu vois, de chiant concrètement. À court terme, effectivement. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme moi, un peu déviant par rapport à ça, ou les autres, hein, parce que je pense que ça t'est déjà arrivé de voir quand tu vas dans une boîte, les mecs ils sont un peu flexibles et ils disent ouais non moi ça la flexibilité je trouve ça fun et le cadre, tu vois, qui sont les gens qui sont un peu hors cadre, qui aiment pas trop avoir un cadre au-dessus de la tête quoi. Bah, quand t'as pas de cadre, il faut avoir moins de direction. Tu sais, c'est un peu le même principe que quand voilà, je reprends l'image d'un bateau sur l'eau. S'il veut traverser l'océan et qu'il va dans n'importe quel sens qui change tous les jours, il ira jamais nulle part, il restera au milieu de l'eau. À partir du moment où, quel que soit ton TDAH, HPI ou autre, eh ben, tu as une direction que tu veux suivre. Maintenant, une fois que tu l'as définie, bah, chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis, est-ce que là, je suis en train d'aller dans la bonne direction ou pas? Ça veut pas dire que tu ne peux pas dévier de temps en temps pour aller à droite à gauche parce que c'est fun, parce que ça te plaît, parce que ceci, mais à chaque fois, tu sais que tu peux te poser la question, est-ce que je vais dans la bonne direction Mm. ou pas? Et quand tu as un trouble de l'attention, c'est qu'effectivement, tu as tendance à aller dans plusieurs directions, mais à chaque fois, si tu as un cadre, un cap à suivre, tu peux te poser la question, là, est-ce que je suis en train de suivre le cap? Non. Est-ce que c'est OK pour moi de suivre le cap, de pas suivre le cap à ce moment-là? Peut-être que oui. Et si en fait la réponse est bah non, bah, en fait tu te remets dans le cap. Mais ça ne veut pas Exactement. dire que tu as avancé tout droit sur une seule ligne qu'il faut pas dépasser de chaque côté, tu vois. Mm. Et je pense ouais, avoir déjà une bonne prio pour avoir de prioriser, faire tout ce que tu as dit. Je pense que même si que tu trouves ça, que moi, que j'ai des difficultés par rapport à ça, c'est game changer en réalité. Parce que, Et ouais, justement, je même trouve si tu... que moi, je te coupe, excuse-moi, mais je trouve que l'organisation m'a permis d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Parce que quand tu sais que les choses, elles sont organisées, structurées, bah, quand tu sors hors du cadre, tu sais que tu as juste un pied à remettre dans le cadre et tu retrouves voilà, la direction. Tu sais, c'est un peu comme tu dis, je sais pas, je prends l'image d'un train qui avance, bah, c'est de temps en temps, tu as le droit de sortir du train, d'aller visiter Exact, ouais. une ville ou autre, de prendre du bon temps ou pas, selon ce que tu t'appelles le bon temps, mais bref, tu remontes dans le train, il est toujours là, tu vois, il t'attend. Mm. Non, mais je pense que Bah, c'est des croyances limitantes en vrai. voilà. Pour moi, la structure, l'organisation, c'est comme le train. Tu montes de temps, il avance façon TGV, mais tu as le droit de t'arrêter à toutes les gares si tu as envie. Tu as le droit de t'arrêter qu'une fois de temps en temps, ou tu as le droit de ne pas en sortir et de rester dedans, tu vois. Ouais, Mais au moins, tu as une structure qui te permet de t'emmener vers ton objectif. c'est ça, ouais. Et en fonction de tes priorités. Pour toi, il y a des agendas, des fonctions de manager son agenda selon les profils, selon les personnalités? Bah, alors, oui, moi j'utilise souvent le profil disque avec les couleurs. Ah ouais, ok, cool. Tu vois, et c'est vrai que j'adapte en fonction des différents profils.
parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Tu vois, les Ouais, profils bleus, parce que moi je suis un peu plus de ce profil-là, ok. être carré, c'est leur dada, tu vois. On sait qu'ils vont respecter. Un profil rouge ou jaune qui a besoin de foncer, d'avancer, ça va être carrément pénible pour eux, tu vois. Et donc, du coup, bah, effectivement, il faut plus de flexibilité, il faut qu'ils en voient l'intérêt, et surtout, souvent, il faut que ça te sauve une bonne fois. Genre le jour où tu es vraiment dans la merde, tu te dis putain, je suis bien organisé, ça m'a sauvé, bah Ouais. tu vois différemment ton organisation. Mm. C'est vrai que tant que t'as pas mesuré à quel point ça peut être bénéfique, bah c'est compliqué. Mais c'est plus facile pour un entrepreneur parce que le jour où tu es désorganisé et tu te mets dans une situation désagréable, c'est toi qui assumes. Quand tu es salarié, tu dis bon bah tant pis, c'est moins grave, je referai demain ou je vais changer. Tu sais, ça va pas changer mon job. Non, c'est vrai, ça va pas changer ton job. Après, à toi de voir comment ta relation au travail aussi, tu vois. Et du Clairement. coup, en fonction des profils, la relation au travail est différente. Il y a des gens qui me disent, tiens, tu vois, j'avais prévu tout ça, j'ai rien fait, et qui vont dire, en vrai, je le vis pas bien. Et d'autres qui vont dire, oui, bon, écoute, on Ouais. verra. Il y en Donc, a, ouais, il y en a qui ont de l'ego. Et toi, t'es bleu et quelle couleur? moi, je suis bleu et rouge. Ok. Donc, c'est vrai que c'est bleu, c'est le côté un peu cadré. Rouge, c'est je veux savoir souvent quoi faire et assez fonceur, on va dire. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment une dominante bleue, voire quasiment bleu-bleu, tu vois, Ouais. dans pas mal de cas. C'est vrai que voilà, je suis organisé, c'est quelque chose qui, moi, m'a sauvé, tu vois, quand j'étais dans le BTP. Mon directeur, dans la première boîte de BTP où j'ai bossé, je devais prendre la place du directeur parce qu'il partait à la retraite. Il devait rester consultant pendant 5 ans. Et finalement, il est reparti du jour au lendemain parce qu'il a un gros problème de santé. Et je me suis retrouvé à prendre sa place, prendre son travail. À l'époque, il n'y avait pas enfin, très peu d'informatique. Lui, il n'avait Mm. jamais utilisé un ordinateur de sa vie. Moi, j'avais mon propre ordinateur portable que j'avais acheté moi-même, tu vois, pour bosser dans la boîte, Ouais. pour dire à quel point c'était désinformatisé. Et là, je me suis retrouvé avec, bah, à l'époque, il y avait les fax, les coups de téléphone directement au bureau sur le fixe, le téléphone portable qui venait d'arriver, Internet et les mails qui commençaient voilà, à être le quotidien de tout le monde. Et j'ai su ce que c'était que d'être débordé pour la première fois de ma vie, je devais avoir 26, 27 ans, parce que j'avais tellement de responsabilités. Et je me souviens d'une connerie que j'ai faite, et du coup, j'ai pas pu payer mes gars bah, avant le 15 du mois, alors qu'ils devaient recevoir la paye comme en début de mois. Et ben quand t'as 22 mecs qui viennent te frapper à ton bureau en disant que t'as pas fait ton job à toi et que Ouais. du coup ils sont pas payés, qu'ils sont dans la merde, bah, je peux te dire que à cause de voilà des trucs qui sont liés à l'organisation, bah, ça m'a suffisamment marqué pour qu'aujourd'hui je sais que l'organisation me sauve la vie. Mm. Tu vois, à l'époque, j'avais du mal à me dire je finis ma journée, je ferme mon ordinateur et la journée est finie. Pour moi, j'avais encore des millions de choses dans la tête, j'avais mon cahier pour tout noter, j'avais pas encore mis en place tous les systèmes. Et donc, du coup, bah, le soir, je repensais à tout mon boulot. Le week-end, mes amis me disaient, Quentin, faut que tu lâches prise, faut que tu arrêtes de penser, de réfléchir, amuse-toi. Et j'avais du mal, tu vois. Mm. Et Et ça, donc, du c'est. coup, Ouais, dis-moi. l'orga- vas-y. Et du coup, tu vois, j'ai mis en place mon organisation. Un an et demi plus tard, bah, le soir, j'arrivais à fermer l'ordinateur et me dire, demain, je rouvre l'ordinateur et je retrouve mon cerveau comme dans l'état dans lequel je l'ai laissé, tu vois. Mm. Et ça, c'est hyper pertinent parce que même moi, des fois, ça me fait ce cas-là, tu vois, de pas décrocher. Et pour toi, ça, et du coup, ça me fait un peu cette question-là. Pour toi, est-ce que le fait que ce soit du burn-out ou vraiment d'être en surcharge émotionnelle, est-ce que pour toi, ça a un rapport avec le fait d'être bien organisé ou mal organisé? Alors, encore une fois, je dirais pas à 100%, mais c'est On est vrai que d'accord. j'ai accompagné pas mal de personnes qui sont souvent à leur deuxième ou troisième burn-out. Le premier, ils vont souvent se retourner vers d'autres situations, tu vois, un peu plus médicinales ou des fois la méditation, le lâcher-prise et ce genre de choses. Ce que je conseille hein, très bien, moi, la méditation, je pratique, j'aime beaucoup, mais ça change pas que quand tu reviens au boulot, si tu es quand même débordé, désorganisé, que tu sais pas gérer les intervenants, la sollicitation, voire la sursollicitation des autres, bah en fait, tu reviens dans un contexte qui est propice au burn-out. Ouais. Tu vois, quand tu mets une bonne organisation en place, tu gères toi, mais tu gères aussi les autres. Tu vois, Mm. dans la plupart des accompagnements que je fais, moi j'ai étudié la psychologie, j'ai ouvert un cabinet en tant que thérapeute avant le Covid, tu vois, donc ça m'a beaucoup aidé à par la suite intégrer cette notion-là dans mes formations et d'expliquer comment fonctionne le cerveau des gens. Et il y a un principe qui fait que, bah, je répète tout le temps, chaque fois que tu joues et que tu gagnes, tu rejoues.
Et ça, c'est un truc qui est ancré dans ton cerveau. Mais si quelqu'un vient te déranger, te demander quelque chose, te solliciter d'une manière et que ça marche, il va pas se réveiller un lendemain, le lendemain matin, en disant tiens, je vais faire autrement. Ça fonctionne, je joue, je gagne, je rejoue. Donc quelqu'un qui te sursollicite, quelqu'un qui te surcharge en travail, il va pas s'en rendre compte de lui-même. Tu vois, Ouais. il va pas venir un matin, se lever un matin en disant tiens, j'ai donné trop de boulot à Quentin. C'est pas possible. Tu vois, ça fonctionne, ça marche. Pourquoi la personne, elle changerait? Hmm. Et ton burn-out, c'est pas un déclencheur pour l'autre, c'est un déclencheur pour toi, pour que tu poses tes limites. Et les limites, eh ben, c'est à toi de les fixer. Et souvent, ce qui est mal vu, c'est effectivement poser des limites. Les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont en dire les autres? Mais les autres, ils viennent pas chez toi, ils viennent pas dans ta Ouais. vie privée. Clairement. Ils savent pas que le soir, t'es pas bien, ou que tu dors pas, ou que tu manges pas, et que tu deviens de plus en plus aigri, ou ces choses-là. Donc, être organisé aussi, c'est savoir mettre un cadre, c'est savoir le faire respecter par les autres, avoir des consignes suffisamment claires et faciles pour que les autres y adhèrent. Et ça, c'est un élément assez important. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est si c'est vraiment facile, que personne n'a à faire d'efforts, pourquoi est-ce que les gens vont se priver de faire comme tu leur demandes, si ça devient plus facile? 100%. 100%. Et ça, c'est vraiment la limite rouge, donc c'est le burn-out. Enfin, comment tu pourrais quantifier ce que ça coûte aux personnes de ne pas être organisées avant d'arriver vraiment au stade du burn-out où là, oui, forcément, tu vois que tu n'es pas organisé, mais pour les gens qui veulent éviter que ça arrive, comment tu pourrais quantifier le coût de ce que ça leur coûte de ne pas être bien organisé? Alors, ça reste quelque chose d'assez difficile et les gens s'en aperçoivent souvent bah, après. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont forcés. Tu vois, souvent le dirigeant ou le manager ou le top manager vient former son équipe. Et bon, je trouve ça parfois dommage qu'il participe pas parce que du coup, ouais, il n'est pas dans le move aussi. Mais il vient former son équipe, je forme leur équipe. Et c'est seulement après qu'ils se disent, oh là là, en fait, je passais tant de temps à faire ça. Hmm. Le calcul, il est, alors, selon les boulots, mais j'ai beaucoup de profils ingénieurs ou managers, tu vois, je leur fais tout simplement calculer, avec un calcul très simple, hein, combien de temps ils passent sur leur boîte mail, sur leur téléphone, et avec les sollicitations liées aux autres, les interruptions. Bah, quand tu prends tout ce temps-là, en général, ça représente 2 à 3 heures, voire 4 par jour. Et si on est bien organisé, ça passe aussi là-dedans, diminuer les sollicitations, diminuer la charge de travail, et du coup, bah, en fait, tu te rends compte que bah, ce temps-là, si tu le divises ne serait-ce que par deux, bah, ça te fait gagner énormément de temps Carrément. et tu peux le mesurer. Mais souvent, les gens ont du mal à me dire, tiens, je vais gagner tant de temps par jour. Par contre, ils gagnent en confort de vie. Tu vas ne pas avoir à penser à telle Ouais. chose, pouvoir se dire que le soir, t'as pas fini ce que tu es en train de faire. Des fois, ça arrive, tu as 2, 3, 4, 5 fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Tu te dis, tiens, j'ai ouvert plein de trucs. Est-ce que je vais y penser demain? Bah, si tu es organisé, c'est dans ton agenda, oui. Et en plus, ça demande pas plus d'efforts. Hmm. Et j'ai Ouais. des petites techniques, tu vois, psychologiques, qui font que, eh ben, on fait adhérer aux autres, à ton organisation, parce qu'il y a un win-win. C'est-à-dire que si moi je viens te voir toi, et qu'au moment où je viens te voir, tu es 100% avec moi, bah, c'est productif pour tous les deux. Ouais. Si je viens te voir toi, et que tu es à moitié en train de faire, en train de répondre à un mail, ou de répondre, ou de finir une tâche qui est en cours, bah moi je serais pas content parce que j'ai pas l'impression que tu es 100% avec moi. Toi t'es pas content parce que tu as encore justement des trucs à faire et que je te dérange. Donc là c'est un lose-lose quoi. Et donc du coup si tu arrives à mettre dans une équipe, dans une entreprise, des win-win un peu partout dans ton organisation, bah, ça devient plus facile d'être organisé que de ne pas l'être. Et c'est à ce moment-là que les gens ils mesurent le résultat. C'est ce qu'on explique dans le dessin de la roue de la motivation. C'est pas au moment où le résultat arrive que tu es le plus content, c'est quand tu mesures bah, le résultat après. Tu sais, Ouais. c'est comme quand tu t'entraînes voilà, à courir, tu t'entraînes à courir, tu arrives à courir un marathon, c'est pas le jour où tu arrives à l'arrivée que tu as le plus de sensations de victoire, c'est toutes les fois où courir ce que tu courais avant devient plus facile. Et là, tu le mesures en disant, tiens, bah, finalement, tu vois, 10 km c'est facile, 20 Ouais. km devient facile, 30 km devient facile, 40 km devient facile. Mais au départ, tu t'es motivé peut-être à courir que un 10 km. Et tout ce qui va être au-dessus, tu as mesuré le résultat de ton entraînement, va faire en sorte que ça soit beaucoup plus bénéfique, quoi. Donc c'est vraiment l'après de regarder tout ce que tu as C'est parcouru. souvent l'après. Parce que ceux qui le considèrent avant, bah, souvent ils vont essayer de s'organiser par eux-mêmes. Tu Ouais. vois. Ceux qui se voient dès le départ le bénéfice de l'organisation, ils vont le faire par eux-mêmes.
Seulement, voilà, il y a des gens qui arrivent, mais c'est un peu comme tout. Tu sais, quand tu te fais accompagner par un professionnel, c'est Ouais, pas la même chose que quand tu fais toi-même. 100%, ouais. Tu vois, que ça soit dans le domaine de la vente, que ce soit dans le domaine de l'organisation, que ce soit dans le domaine de n'importe quel domaine. Tu prends l'exemple, je sais pas, tu veux prendre un pâtissier. T'as beau essayer de t'entraîner à faire des gâteaux, ton gâteau il est beau, bah tu vas chez un pâtissier, son gâteau il est parfait, tu vois. Bah C'est voilà. ça. Et puis même, c'est pour moi ce que j'aime bien dire, c'est pour tes objectifs. Toi, est-ce que tu veux, c'est par exemple, c'est ce que tu veux prendre le plus petit truc, qui va te coûter le moins cher, que tu vas faire par toi-même, ou alors tu vas prendre l'investir le plus et tu vas gagner du temps pour ton objectif. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Est-ce que tu veux faire le minimum ou quelque chose vraiment de quali, quoi? C'est ça. Donc, Et dans mon domaine, je trouve que l'organisation, la gestion du temps, la gestion de l'efficacité, tout ça, c'est un acquis. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais le faire à vie. Tu vois, en tout cas, ce que j'enseigne, ouais. c'est une structure. Donc une structure, ça se réadapte en fonction de quel que soit le métier. Et j'ai rarement quelqu'un qui vient deux fois me voir dans sa vie, tu vois. C'est un peu peut-être le problème, tu vois. C'est que mes clients, je les vois qu'une fois. Je peux pas augmenter la vie du client parce qu'une fois qu'il est structuré, organisé, bah c'est bon, il gère, tu vois. Et c'est vrai que souvent, on me propose deux choses. Soit j'accompagne le dirigeant, soit j'accompagne l'équipe. Quand j'accompagne l'équipe, ça arrive que parfois les managers, les dirigeants, ils viennent aussi me voir derrière, tu vois. Ouais. Quand j'accompagne le dirigeant, qui sait exactement quoi faire, qui sert de modèle à tous les autres, bah souvent je vois pas les autres. Ouais, carrément. Très, très, très propre. Tu as partagé vraiment un maximum de valeur. Est-ce que, avant de finir avec la question que je pose à la fin, est-ce que toi, tu as autre chose que tu voulais partager par rapport à ton sujet, que vraiment tu sembles pertinent? Et si c'est le cas, je te laisse nous le partager. Alors là tout de suite, je pense avoir partagé pas mal de choses que j'avais dans la tête. Carrément, ouais. Tu as vraiment J'ai peut-être délivré vraiment 100% de valeur. Donc, franchement, grand merci à toi par rapport à ça. avec Euh, grand plaisir. Si t'as rien à partager, la question de fin, moi, que je pose, c'est en général, par exemple, les entrepreneurs, ça va être majorité des entrepreneurs qui nous regardent. Comme je te disais, ils ont entre 2 enfin voilà, ils n'ont pas beaucoup de salariés, c'est pas des grosses boîtes, c'est pas des TPE ou vraiment des grosses entreprises. Quel plan d'action ou qu'est-ce que tu leur conseillerais s'ils partent de zéro en termes d'organisation, de mettre en place pour les prochains jours, pour déjà mettre ce premier pied dans l'organisation et d'être plus organisés qu'ils le sont aujourd'hui? Bah, de là, le conseil que j'ai suivi, que je demande à tout le monde de suivre, c'est effectivement, c'est pareil, parfois un peu simpliste, mais écrivez vos objectifs. Tu vois, tu les mets par écrit, comme ça au moins tu les relis, tu les dis à haute voix, tu as quelque chose de concret. Tu vois, comme on dit souvent, un rêve, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, un objectif, c'est quelque chose que tu as forcément écrit, donc ça devient un projet. Donc tu as ton objectif. Et une fois que tu as ton objectif, eh ben, pour l'atteindre, tu vas te poser la question, bah, quelles sont mes priorités, ou du moins quelles sont mes priorités dans ma fonction, puisque ma fonction va aider à atteindre mon objectif, et je suis peut-être pas le seul dans mon entreprise à vouloir atteindre cet objectif. Et déjà, ces deux choses-là, poser son objectif, écrire ses priorités, c'est un truc que quasiment personne ne fait. Moi, je te l'ai dit au début, je pose cette question-là à quasiment tous les entrepreneurs que je rencontre. Quelles sont les 5 priorités de ta fonction, même s'il y en a plus? Personne n'arrive à me répondre du tac au tac. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que ta fonction n'est pas priorisée. Mm. Si tu sais faire ça, tu es déjà au-dessus de 95% des personnes. Une fois que tu as fini de faire ça, c'est bah, tu utilises différents outils, ton calendrier, des dashboards, Excel s'il le faut, pour matérialiser tes priorités et faire en sorte que ça devienne un socle pour faire grandir ton entreprise. Parfait. Bah, je te remercie. En tout cas, ceux qui veulent implémenter, aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ça, je mettrai ton Instagram ou ton Calendly dans la bio pour ceux qui veulent vraiment bah, voilà, passer de l'information à l'implémentation pour qu'ils puissent vraiment bah, développer à 100% leur activité ou en tout cas que tu leur montres le temps qu'ils perdent en n'étant pas organisés parce que je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience. Moi le premier, hein, enfin j'en ai conscience, mais il y a toujours une différence entre en avoir conscience et changer les choses. Donc je mettrai tout ça en bio et puis en tout cas je te remercie Quentin par rapport à ça pour toute la valeur que tu nous as partagée. Écoute, avec grand plaisir. Et après, c'est vrai que je suis pas forcément très présent sur Insta, mais sur LinkedIn, je te passerai le lien. Je suis voilà, beaucoup plus actif dans ce réseau professionnel que sur Insta. Allez, parfait.